scientifiques, il y a des gens tout le monde va être mis à contribution, mais au bout de la ligne, on va avoir un portrait clair de la situation. Il y a des gens qui sont en désaccord avec le dénombrement, ils disent on devrait mettre l'argent ailleurs. Il va y avoir de l'argent de toute façon, et si on va avoir une politique publique qui va fonctionner, à mon avis, on ne peut plus juste prendre des chiffres de 1998, parce que la réalité de 1998, à part la réalité de 2014, est totalement différente. Il y a, comme je l'ai dit, il y a des changements, il y a des sensibilités qui sont différentes. Il y a de plus en plus de nouveaux arrivants, la question autochtone, la question des femmes, des jeunes. Donc, il y a un portrait qui est multiple et je pense qu'on a besoin d'investir. Alors, je ne demande pas aux gens de mettre leurs ressources là-dedans. La Ville de Montréal va prendre ça sur elle pour qu'on puisse le faire. Ça va? Merci, Charles. Bonjour, M. Coderre. Katia Gagnon, Journal de la Presse. Vous parlez d'un dénombrement donc, qui aurait lieu 2 fois dans la prochaine année, à l'été et à l'hiver. La plupart des autres villes canadiennes qui font un tel dénombrement le font aux 2 ans, aux 3 ans, enfin à intervalles réguliers. Est-ce que vous allez faire ça aussi à Montréal? On va faire ça à intervalles réguliers 2 fois par année? Ce qu'on va faire, on va faire une première fois, mais il va y avoir systématiquement de façon régulière par la suite. On va le documenter, effectivement. Parce qu'on ne veut pas juste dire, parce qu'il y a des mouvements, il y a des changements. Tu sais, il y a une question que je me demande, d'où venez-vous? Tu sais, il y a peut-être une réalité régionale, parce que l'itinérance, c'est pas juste Montréal. Si on a un portrait global, puis on voit qu'il y a certains mouvements qui viennent de certaines régions, bien moi, comme président de la CMM ou comme membre de l'Union des municipalités du Québec, tant en matière de logement social, mais en matière d'itinérance, à ce moment-là, je peux aller voir ces régions-là, travailler avec eux en amont pour qu'on puisse trouver une façon de faire, parce que malheureusement, il y a des gens qui envoient un ticket d'autobus pour aller seulement. Alors, on prend tous ceux qui sont ici, on va les accueillir et on va s'en occuper. Mais si on est capable de travailler en amont, ça va avoir un impact. Mais pour avoir un impact, il faut savoir où est-ce qu'on en est, puis c'est quoi la situation réelle des choses. C'est sûr qu'également, tu ne peux pas juste faire ça en une période X. Il faut que ça soit quand même un encadrement qui va avec. Donc, il y a diverses saisons qu'on doit prendre en considération. Puis on va travailler avec tout le monde. Tout le monde travaille bien ensemble. On va continuer à le faire. Mais je vous dis que j'ai les ressources pour le faire pour qu'on puisse faire ce dénombrement. Ça va coûter près de 200 000 $. Oui, M. le maire Jacques Bissonnette, Radio-Canada. Il y a eu plusieurs problèmes entre les policiers et les itinérants, les sans-abri. Il y a eu des morts. Là, vous parlez de tout le monde doit travailler ensemble, mais est-ce qu'il y a des mesures précises qui vont être prises au service de police pour avoir une meilleure compréhension de la situation? Bien, de dire meilleure compréhension, ça voudrait dire que tu juges déjà le travail des policiers. Il faut faire attention. Dans un premier temps, je vous dirais qu'il y a des ressources, il y a des escouades qui existent avec les ressources des intervenants sociaux. Je pense qu'en s'en prend plus, on va mettre les ressources en conséquence. Deuxièmement, il y a une formation continue. On va s'assurer, avec Annie Sanson, on va s'assurer au niveau policier qu'il y ait une formation spécifique sur la question de l'itinérance. Puis on comprend que peut-être à 60-70%, je ne sais pas, on donne des chiffres, là, une question de santé mentale, il y a une réalité de santé mentale, donc on doit adjoindre des intervenants. Mais l'itinérance, ce n'est pas que la santé mentale. Donc il faut trouver aussi une façon de travailler avec eux. Quand je vous parle de cohabitation, c'est une question aussi de sécurité. Fait que cette cohabitation-là, avec les intervenants, va avoir un impact. On ne laisse pas les gens eux-mêmes de toute façon. C'est un travail qui doit se faire en collaboration puis en complémentarité. Mais il peut y avoir une question de type de sécurité, de façon ponctuelle, où les gens doivent faire un certain travail. Je ne me fie pas tout sur les films de YouTube qu'on a vus, ça c'est des exemples. Mais ce qui est clair, c'est qu'on est sensible à cette question-là. Et moi, comme maire de Montréal, je veux m'assurer qu'on a tous les outils nécessaires pour protéger les personnes itinérantes. Merci. Bonjour, M. Coderre, Pierre Saint-Arnaud, la presse canadienne. M. Coderre, j'aimerais ça que vous m'illustriez en gros, là, parce que j'essaye de comprendre quel pouvoir de quel gouvernement voulez-vous rapatrier en matière de logement, d'une part, et d'autre part, vous avez parlé d'ajouter 600 logements sociaux, 400 chambres. Vous arrivez avec 1 million, c'est comme pas tout à fait assez. Là. Non, mais ce que je veux savoir, c'est que vous voulez rapatrier des pouvoirs, donc nécessairement des portefeuilles avec. On va compter ensemble. Okay? On se connaît, ça fait longtemps. Quand je parlais du million, je parlais des centres de jour, je parlais des ressources, je ne parlais pas du logement. Il y a déjà des montants qui existent en termes de logement. Avec la communauté métropolitaine de Montréal, déjà, il y a un investissement, puis on parle de 1500 logements sociaux. Moi, je dis qu'il faut en faire plus. Et on en a besoin. Il y a une réalité de logement.
Dans tout le débat qu'on a présentement sur l'itinérance, il y a quelque chose, on a besoin d'un trait d'union. Ce trait d'union-là, c'est le toit, c'est un besoin primaire. Dans la dignité humaine, là, trouver un emploi, encadrer ces personnes-là, les aider, mais d'avoir cette capacité d'acquérir une autonomie. Bon, alors, le logement social, c'est important. Quand on parle de créature des provinces, qu'on essaie de nous faire croire, parce qu'à cause de la Constitution, puis là, on devient un ordre de gouvernement de proximité, bien, c'est sûr qu'en matière d'ordre de gouvernement de proximité, tout ce qui touche les besoins d'intégration, tout ce qui touche le logement, devrait être géré par Montréal. Puis déjà, je l'ai dit depuis le début, donc ce ne sera pas juste... Parce qu'on a un problème de rénovation, là, vous vous souvenez, là, quand ils ont lâché leur moitié, moi j'ai été obligé de créer mon propre programme. Alors là, ce qu'on dit, c'est que dans la négociation, ce qui était prévu, puis on devait prévoir comme montant en matière de logement de la part du gouvernement du Québec, je ne veux pas juste les pouvoirs de faire les choses, on va récupérer les ressources qui vont avec pour arriver. Là, on parle d'ici 2 ans, éventuellement. On a déjà des programmes où on investit en termes de logement, mais je veux aussi qu'on se développe nos propres politiques de logement, puis pas avoir des problèmes comme on a vécu, puis on comprend que le gouvernement doit faire des coupures, là. Mais il y a des coupures auxquelles on est moins d'accord. À ce moment-là, on se dit, en matière de logement, ça devrait être une compétence de la municipalité. Et en l'occurrence, étant donné qu'on acquiert notre statut de métropole, si vous voulez des choses concrètes en matière d'intégration et de développement social, la question du logement, c'est tout à fait prioritaire dans le rapatriement, tant des pouvoirs que des ressources qui vont avec. Vous les évaluez à combien, ces ajouts-là? Je n'ai pas les chiffres, on pourra faire un exercice ensemble. Ça veut dire que pour les fins de la discussion, on ne veut pas juste avoir le pouvoir de faire des choses, puis jusqu'à temps que le portefeuille à Québec se vide. On veut contrôler le portefeuille avec. Qu'on soit rempli en commençant. Bonjour, M. Coderre. Franck Dessart, M. Canada. Un peu dans la foulée de la question que vient de poser mon collègue. Donc, vous voulez rapatrier cette juridiction-là à Montréal. Donc, on doit comprendre que vous n'êtes pas satisfait, évidemment, du type d'intervention menée par le provincial. Non, mais justement, je vais vous demander de préciser ça au du fédéral. Okay. Et ce que je veux savoir aussi, c'est où est-ce que vous en êtes dans les discussions avec le gouvernement provincial? Est-ce que vous sentez une ouverture de leur part, justement, ce rapatriement-là? Tout à fait. Dans un premier temps, c'est pas qu'on est en désaccord. Mon rôle, c'est d'être constructif et de se demander dans quelle mesure on peut être plus efficace, dans quelle mesure on peut être un plein partenaire pour le gouvernement du Québec. Parce que trompons-nous pas, si on a plus de capacité en termes de gouvernement de proximité, puis on crée un environnement encore plus décent, là, à chaque fois qu'on va parler de développement économique, on va être obligé de parler de développement social. Parce que quand on va trouver des mesures pour régler les problèmes d'inéquité, bien, on va créer plus de richesse. Cette richesse-là, bien, elle va être aussi humaine. Alors, qui est le mieux placé pour régler les problèmes dans tel ou tel dossier? Pas parce que quelqu'un fait une moins bonne job ou n'est pas bonne. Dans le contexte de la gouvernance où on définit de plus en plus de monde par des villes, où 75% de la population mondiale se retrouve dans les villes, quelle est la façon, en termes de gouvernance, pour nous permettre d'améliorer, puis de conserver des acquis, mais très certainement d'améliorer le milieu de vie des gens? Puis le logement, c'est basic. Alors, c'est, à mon avis, le statut de métropole. On a déjà eu 2 rencontres. On se parle continuellement à la table de Montréal-Québec. Il va en avoir une à la mi-octobre. Puis on continue. On parle de 3 choses. Gouvernance, développement économique, développement social. Puis quand je parle de développement social, j'ai parlé de logement social, mais il va y avoir aussi les mesures d'intégration. Parce que les mesures d'intégration, pour les nouveaux arrivants, il y a des besoins qui sont spécifiques. 80% des immigrants, des gens qui viennent de l'extérieur, s'installent à Montréal. Alors, il y a des pressions sociales qui sont importantes. Mais moi, pendant ce temps-là, je vais faire quoi? Je vais travailler avec les organismes en place. Puis là, on va trouver un modus operandi ensemble pour arriver à être le plus efficace possible. Mais il y a une réalité, à mon avis, de gouvernance et ça fait partie de la stratégie montréalaise pour le statut de Monsieur Coderre, avec votre dénombrement, vous n'avez pas l'impression de vous dédoubler avec le gouvernement du Québec, justement, qui est en train d'en faire un? Pas du tout. Pas du tout. Moi, ce que je sache, on parle avec la ministre Charlebois et qui sait exactement ce qu'on va faire. Et puis, on lui a annoncé, je l'ai rencontré il y a 2 semaines. Vous savez qu'ils sont en train d'en faire un, ils sont en train Ils réfléchissent, on travaille ensemble. On veut s'assurer qu'effectivement, qu'il n'y a pas de dédoublement. Mais le gouvernement du Québec sait que Montréal va prendre le leadership. Déjà, j'annonce que non seulement les ressources sont là, on est déjà en train de travailler pour l'appel d'offres et on est prêt à aller de l'avant. Alors, il faut leur demander pourquoi ils dédoublent. Ah, c'est eux qui dédoublent? Bon, je ne sais pas ça. Je dis qu'on fait ce qu'on a à faire. Puis on a. Pas la première fois, je parle des doublements. J'en ai parlé pendant la campagne électorale, des recensements.
Fait qu'on le fait. On le fait présentement. Pour ce qui est de la SPLI, là, vous en parlez dans votre document, une SPLI diversifiée, ça veut dire que vous êtes contre la politique du gouvernement fédéral? Ce que j'ai oublié de dire à M. Dessart, là, puis je vais me payer la tête un peu, c'est une chose que je ne suis pas d'accord, c'est qu'avec le gouvernement fédéral. Parce que le gouvernement fédéral, en termes de logement social, puis la fameuse ça fit pour tout le monde de la même façon, là, ça ne marche pas. Là. Moi, j'étais membre du gouvernement chrétien à l'époque quand on a mis ça de l'avant avec Claudette Bradshaw. Claudette qui a relancé un vrai partenariat entre le gouvernement du Canada et puis les organismes communautaires, notamment en milieu d'itinérance, pour venir à ça. Parce qu'au bout de la ligne, là, je parlais beaucoup de logement, là, mais il y a beaucoup d'argent dans ce logement-là qui venait du côté du fédéral, puis il ferme la Champlure en 2015. Ce sera probablement un enjeu électoral. On va parler d'itinérance, il sur moi. Mais il faut redéfinir ce partenariat-là, puis très certainement, peut-être que dans d'autres coins du pays, eux, ça marche, mais nous autres, vu cette complexité, vu cette diversité, vu les enjeux auxquels on a à faire face, on pense qu'il faut refaire nos devoirs. Mais très certainement, on n'est pas satisfait. Puis on demande, là, le SPLI a été renouvelé pour 1 an, mais on demande au gouvernement du Canada de reconsidérer sa question sur le logement social. D'ailleurs, comme membre de la Fédération canadienne des municipalités, puis membre du caucus des grandes villes au Canada, on est unanime en ce sens. Donc, il faut faire des pressions. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'entre-temps, moi, les gens là, qui marchent, là, puis qui sont seuls, puis qui laissent à eux-mêmes, là, ils n'ont rien à foutre là, des questions constitutionnelles. Là. Alors, qu'est-ce que, tu sais, ils disent, toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour moi? Là? Alors, je vous le dis aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, on prend nos responsabilités à la mesure de nos moyens, on en rajoute même, mais on veut justement faire des pressions, puis prendre ce leadership-là pour justement démontrer que l'itinérance, c'est un dossier qui doit être prioritaire. Dans le communiqué, il est question de Julie Graves à Vancouver, du travail qu'elle a fait. Une des forces de ce qu'elle a fait, c'était pas juste de créer plus de logements sociaux, plus de chambres, c'était surtout de pouvoir aller chercher les itinérants dans la rue, les amener dans un logement et signer en un jour, un bail, un formulaire d'aide sociale et une entente pour transférer directement l'aide sociale au propriétaire du logement. Comme ça, il n'y a pas de question de « j'ai pas payé mon logement le premier du mois ». Ma question, c'est avec les pouvoirs que vous allez demander à Québec, est-ce que c'est quelque chose qui serait un modèle qui serait possible d'imiter et de recréer ici à Montréal? C'est toujours difficile d'essayer de refaire les mêmes choses parce que chaque contexte est différent, mais j'ai rencontré Julie, qui est une femme exceptionnelle, admirable. Et elle prend les gens littéralement par la main, là, puis elle fait tout pour eux autres. Là, puis, elle fait partie de la solution. C'est pour ça qu'au début, il n'était pas question de protecteur du citoyen, mais c'est venu me chercher, puis je pense que c'est la bonne approche. Maintenant, l'application, c'est une autre chose. Mais d'avoir quelqu'un, puis ça, on dit toujours l'ombudsman, mais un protecteur, c'est quelqu'un qui va être avec ces personnes, puis qui va pouvoir travailler et leur donner un coup de main. On ne veut pas refaire le même modèle, mais on va fortement s'en inspirer. C'est sûr qu'en termes de pouvoir, on va prendre notre rôle, on va jouer notre rôle comme gouvernement de proximité de toute façon, mais c'est sûr que le but du protecteur, c'était dans cette foulée-là, en termes d'accompagnement. Sous-question, l'aide sociale a déjà fait partie des responsabilités de Montréal. Est-ce que, juste pour relancer ma question, est-ce que ça fait partie des choses que vous allez redemander au gouvernement dans le cadre de on l'a déjà eu, puis ça n'a pas vraiment fonctionné. Il y a eu des problèmes en ce sens, mais moi, je regarde tous les angles présentement. Quand on parle en termes de développement social, on regarde tous les angles. Bonjour, Roxane Limouson du journal Métro. Par rapport au site d'injection supervisée, vous avez annoncé votre intention d'en avoir 3, si je comprends bien, mais vous êtes toujours en recherche de financement. Est-ce que j'ai bien compris? Moi, je vais vous avouer que je ne suis pas inquiet pour la question de financement, mais on va laisser le gouvernement du Québec faire son travail. C'est une question de santé publique, c'est une question de survie, c'est une question de prévention. Donc, pour moi, il est clair à la lumière des propos que j'ai eus avec le gouvernement du Québec, ils sont d'accord avec ça. On est en mode trouver la solution, mais je peux dire que d'ici 1 an, on devrait être en mesure de régler le problème. Autre question un peu budgétaire, là, donc, pour clarifier, est-ce que tout le plan d'action présenté aujourd'hui doit être réalisé avec 1 million de dollars? Non, pas du tout. Il y a des choses qui demandent des ressources, ça ne veut pas dire de l'argent tout le temps. Là. Il y a une question de culture, il y a une question de fonctionnement, il y a une question d'attacher les fils ensemble,
de travailler en collaboration. Il y a des choses, le million va servir notamment les centres de jour, l'aide aux organismes et tout ça. Dans le premier million, on a mis 200 000 pour le dénombrement, pour le recensement. Mais c'est sûr qu'il y a des budgets déjà existants dans d'autres domaines, notamment en matière de logement. On prend tout ça en considération. Vous avez certains arrondissements, comme l'arrondissement Ville-Marie, que je connais bien le maire, qui travaillent déjà avec la Société de développement Ville-Marie. Il y a des choses aussi qu'on peut faire ensemble avec des budgets dans d'autres programmes. Ce plan d'action-là va juste s'assurer qu'il y ait un dénominateur commun et un fil conducteur. Autre question? On va passer à la question.